Hello, bienvenue à cette 6e vidéo portant sur notre challenge 100 jours d'IA pour Géosciences. Alors, dans la vidéo d'hier, nous avons vu le package NumPy. Nous avons vu comment il était important avec sa capacité à créer un très grand flux de données. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ingénieur Gap Ambani Augustin Sèche, sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière de l'UGM à Minganga, principalement dans la région de la Damawa, dans le département du Mbéring. Alors, j'ai lancé ce challenge tout simplement parce que j'avais pour objectif de transmettre le peu de connaissances que j'ai pu acquérir dans l'école de géologie et d'exploitation minière pendant mes 5 années de formation pour pouvoir aider maintenant les gens à appliquer l'intelligence artificielle ou alors les méthodes de machine learning à la géoscience parce que c'est notre domaine de prédilection. Et donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification, à vous abonner et à partager nos différentes publications pour que l'algorithme Facebook nous encourage ou alors l'algorithme YouTube nous aide à proposer notre contenu à d'autres personnes qui souhaiteront aussi apprendre le machine learning appliqué aux géosciences. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, nous allons principalement donc aujourd'hui nous intéresser aux structures de la bibliothèque Pandas en ce qui concerne les géosciences. Et comme je disais tantôt, nous allons parler la définition et aperçu de Pandas, l'importance pour le traitement des données dans les géosciences. Nous allons parler des structures de données, principalement comme structure de données, nous allons parler des séries et des data frames. Alors, une série, c'est quoi? C'est tout simplement une séquence de données unidimensionnelle, tandis qu'un data frame est tout simplement des tableaux de données bidimensionnelles avec des lignes nommées, ou des lignes et des colonnes nommées. Alors, par la suite, nous allons poursuivre avec la manipulation des données et dans la manipulation des données, nous allons principalement nous attarder sur l'importation et l'exportation des données, la sélection des données, le filtrage, le tri, les jointures et les fusions, les agrégats et les opérations statistiques. Et ensuite, nous allons passer à l'analyse et la visualisation de données, c'est-à-dire visualisation des données à l'aide de graphiques et des graphiques. Et l'analyse aussi, l'analyse statistique, peut-être que les moyennes, les écarts types et les tests d'hypothèses. Alors, après, nous allons parler aussi de l'application des géosciences. Les géosciences, principalement dans le traitement des minerais, dans la géologie, dans l'environnement. Dans le traitement des minéraux, nous allons principalement nous attarder sur les analyses des données de forage, d'échantillonnage, la modélisation des gisements minéraux, l'optimisation des processus d'extraction, l'analyse des données sismiques et géophysiques, la cartographie géologique, la modélisation géologique. Dans l'environnement, nous allons plus nous attarder sur l'analyse des données de surveillance environnementale, la modélisation de la pollution et des risques environnementaux et la gestion des risques naturels. Donc voilà, donc pas mal d'éléments dans lesquels cette bibliothèque peut intervenir. Et donc là nous allons poursuivre avec des exemples et puis une phase de questions. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet en parlant principalement de savoir c'est quoi Pandas et quel peut être son aperçu. Donc Pandas est tout simplement une bibliothèque open source aussi pour la manipulation et l'analyse des données. Elle fournit des structures de données performantes et des outils pour un traitement efficace des données. Donc maintenant, quelle est son importance pour le traitement des données dans les géosciences? Donc la géoscience génère énormément de quantités de données provenant de diverses sources telles que les données d'échantillonnage des roches et des minéraux, des données sismiques, des données géophysiques, des données de surveillance environnementale, des données de capteurs. Et donc, Pandas donc permet en fait, en outre aux géosciences de gérer et de nettoyer, d'analyser, de visualiser les données de manière efficace et pratique. C'est l'avantage que Pandas offre. Et parmi encore les avantages de Pandas, il y a le traitement des données, ce traitement des données de façon efficiente et efficace. Pandas aussi a cette possibilité-là de structurer les données optimisées pour les données tabulaires en data frame. Il a cette possibilité de pouvoir gérer la gestion aisée des données manquantes et des valeurs aberrantes. C'est-à-dire que lorsque vous effectuez votre analyse exploratoire des données, il est important d'utiliser Pandas pour la gestion des données manquantes, des valeurs aberrantes, les fonctions d'agrégat et de manipulation des données robustes. Nous avons aussi la possibilité de pouvoir visualiser de façon intégrée pour l'exploration et l'analyse des données, la prise en charge de divers formats de fichiers de source de données par exemple. Ce sont des avantages de
de Pandas. Pandas a une large gamme d'avantages tels que ce que vous pouvez venir rencontrer ici là principalement. Alors, quand il s'agit de structures de données, on a affaire à deux grandes structures principalement, à savoir les séquences qui sont des données unidimensionnelles et les data frames qui sont des données bidimensionnelles. Alors, les séquences ici, ce sont les séries. Les séries sont des séquences ordonnées et immuables de données. Elles peuvent contenir différents types de données telles que les entités flottantes ou des chaînes de caractères ou alors des données booléennes. Et donc, principalement ici, comme je disais tantôt, si on veut travailler avec Pandas, la première des choses, c'est d'abord d'importer la bibliothèque Pandas. Et donc ici, donc, vous allez vous rendre compte que nous allons importer Pandas et c'est la syntaxe, elle ne change pas. Import Pandas has PD. PD étant l'abréviation de Pandas tel que nous l'avons déjà dit. Alors, la première des choses, c'est de créer une liste. Maintenant, vous allez vous rendre compte que la liste, on va la créer en partant dans la vidéo précédente, nous partons chercher dans NumPy. Ici, on va créer cette liste-là en partant chercher la fonction dans Pandas. Comme je disais tantôt, Pandas a été construit au-dessus de NumPy, ce qui fait en sorte que on va dire comment les syntaxes sont un peu plus aisées de ce côté. Et donc, une fois que vous avez donc créé notre liste, on peut l'afficher. Là, voilà la liste qui a été créée. On a juste créé une liste d'éléments. Et voilà les indexations qui sont de ce côté ici. Ensuite, par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement essayer d'afficher le troisième élément de la série. Et la série est indexée à partir de 0. Et donc, particulièrement lorsque tu vas afficher le troisième élément de la série, tu te dois d'afficher la série à la position 2. Donc là, il suffit de compiler et là, vous aurez le troisième élément de la série ici. Et donc, la data frame sont des tableaux de données bidimensionnels que nous avons déjà dit. On ne va pas revenir dessus. Maintenant, la question c'est quoi? C'est de créer un data frame. Parce que les data frames, par exemple, sont des données avec des lignes et des colonnes. Ce sont des données avec des lignes et des colonnes nommées. Chaque colonne représente une variable et chaque ligne représente une observation. Et donc, on n'avait plus besoin d'importer la bibliothèque ici. Là, vu qu'on a déjà importé, ici par exemple, il s'agit de créer un data frame dans un dictionnaire. Et donc là, je vais créer par exemple des noms. Dans les noms, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le PIB, le plomb, le nickel et l'or. Et de l'autre côté, je vais créer des teneurs. Et là, je vais mettre des différentes teneurs que vous voyez. Et là, je vais créer des masses. Et là, je vais mettre les différentes masses que vous voyez. Et donc voilà le data frame qui est créé. Je crée un data frame sur un dictionnaire. Et donc là, je vais essayer d'afficher le data frame pour que nous puissions observer à quoi est-ce qu'il ressemble. Alors voilà le data frame qui est créé. On a les noms ici, on a le plomb, et on a sa teneur, on a sa masse. On a le nickel, on a sa teneur, on a sa masse. On a l'or, on a sa teneur, on a sa masse. Et là, je l'ai créé de façon aléatoire. Donc, et là maintenant, si je souhaite par exemple accéder à des colonnes individuellement sur mon data frame, il me suffit tout simplement de la compiler. Là, je choisis la colonne à laquelle je souhaite accéder. Et ici, par exemple, j'ai choisi non. Et donc là, je vais juste prendre non, ça m'affiche le plomb, le nickel et le zinc. Si par exemple, quelqu'un d'autre met à la place de non, mais plutôt teneur, c'est en compilant, il aura les différentes teneurs qui sont affichées par la liste qu'il a sélectionnée. Et donc, concernant toujours les séries, je vais créer par exemple une série. Et il y a des opérations par exemple qui peuvent être faites à partir des séries. Et donc comme opération, je peux avoir besoin lors d'une série par exemple qui a été créée d'effectuer des opérations telles que d'addition, de subtraction. Donc là par exemple à la série, je décide d'ajouter un élément sur chaque élément de la série. J'ajoute un chaque élément de la série et je multiplie par 2. Je multiplie chaque élément de la série par 2. Et je peux maintenant vouloir effectuer un filtre. Pour effectuer un filtre, c'est simple. Je détermine la série, je mets les crochets. Et à la série de départ, je dis maintenant, je veux renvoyer les éléments de la série qui sont supérieurs à 2. Alors là, je vais compiler. Et là, on me renvoie 3. On me renvoie 3. Simplement. Quand on dit on me renvoie 3, c'est par rapport à l'élément de départ. Et il faut bien comprendre cela. C'est par rapport à l'objectif de départ. À la série que nous avions créée au départ, parce que les séries, c'est les modifications qui ont été faites ici, donc ont été stockées dans une variable, ce qui font que elles ne sont pas applicables dans le cadre de l'exercice du travail que nous sommes en train de faire. Et donc, principalement, donc, nous avons les data frames aussi. Quand je parle de data frame, on peut vouloir créer un data frame. Là, on va prendre des éléments, je vais mettre des éléments chez nous, quoi.
Oja. Là, on va essayer de prendre Cité. Là, on va prendre Boston. Et puis, c'est simple, on va créer un data frame. C'est déjà créé. Qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On va peut-être vouloir ajouter une nouvelle colonne au data frame en question, une colonne salaire, et puis on exécute. Et bon, maintenant, si vous voulez par exemple afficher le data frame, on peut afficher le data frame pour observer. Voilà le data frame. Et là, vous êtes libre, hein? Vous êtes libre de prendre les exemples que vous voulez. Par exemple, je veux changer par exemple ce nom. C'est libre, hein? Je veux mettre Mopao. Mopao, c'est un nom comme tout autre. Vous pouvez mettre n'importe quel nom que vous voulez. Ça c'est Mopao 25 ans. Je vais mettre 26 ans. Mopao 26 ans. On va mettre Djibril. Djibril ici, on va mettre même 28 ans. S'il est vieux aussi, Djibril il est vieux. On va mettre 28 ans. Et puis on va mettre Yakuza ici. Yakuza, on va mettre 17 ans, c'est un jeune. Donc là, vous pouvez vous exercer, c'est assez cool, donc il y a rien à faire. Maintenant, on va mettre je veux aussi modifier les salaires. Vous pouvez vous exercer à modifier parce que, par exemple, vous voyez que Yakuza touche ici 3000 €, c'est pas bon, il est jeune. Donc on va descendre à 150, non, disons 70 €. On met 70 €, il est jeune. On peut lui donner 3000 € comme ça. Et puis maintenant, on va descendre même à 2000. C'est quand même un vieux. Bon, à la il n'a rien, n'a pas beaucoup travail, on va mettre 0 $ chez lui. Et puis maintenant, vous pouvez exécuter, vous voyez. Là, ça affiche comment les prix sont répartis. Puis il y a pas mal d'analyses qui peuvent être effectuées dessus. Donc, essayez de vous amuser. La programmation, c'est aussi ça. Il ne faut pas être frustré quand vous travaillez. Et principalement, donc on va passer maintenant à la manipulation des données, l'importation et l'exploitation des données. Vous pouvez créer un data frame. Chez nous, dans le cadre, par exemple, de ce projet, je vais revenir sur un truc. Vous allez vous rendre compte, dès le départ, lorsque nous avons commencé dans ce travail, nous avons choisi un répertoire de fichiers. Dans ce répertoire de fichiers en particulier, nous avions stocké un fichier CSV dénommé Jura. Alors, on va revenir dessus. Ok, on va donc importer, pour pouvoir importer donc un fichier CSV. Je l'ai stocké dans le même répertoire de fichiers dans lequel je travaille, ce qui fait que je n'ai pas besoin de faire appel au long chemin d'accès, parce qu'il est déjà situé dans le même fichier dans lequel je suis en train de taffer. Et donc voilà la syntaxe pd.read CSV. J'importe, je compile ça simplement. Et là, je peux afficher ma BD. Je l'affiche simplement. Là, voilà, tel que vous la voyez. Et vous voyez, ça affiche les 11 premiers éléments. Maintenant, je peux vouloir afficher, pas seulement les 11 premiers éléments, je peux vouloir afficher, on va dire comment, les 5 premiers éléments, comme ça. Et là, j'affiche, vous voyez les 4 premiers éléments, 5 premiers éléments, parce que ça concerne l'indexation commence à 0. Et puis, bon, voilà, c'est fait. Et puis, vous pouvez effectuer des travaux, peut-être vous obtenez un résultat et vous aimeriez le stocker sous la forme d'un fichier CSV. Alors, pour ce faire, vous utilisez aussi une fonction pour ça, df pour to CSV. Vous créez un nom dans lequel vous souhaitez les informations et puis vous stockez. Vous allez vous rendre compte qu'après avoir compilé cela, si vous revenez dans le fichier de départ, vous allez vous rendre compte que le voilà qui est là, était stocké. Oui. Maintenant, si on veut parler par exemple des méthodes utiles pour l'information statistique et l'écriage de données, donc par exemple Distribe. Distribe vous fournit des statistiques de base telles que la moyenne, les cas types, le minimum, le maximum, etc. sur les données que vous avez au départ. Donc ici par exemple, j'applique la fonction Distribe là sur la base de données, le data frame que je viens de créer ici, âge et salaire là. Donc là, je compile là, je vais afficher Distribe dessus. Voilà, ça m'affiche les statistiques de base. Et donc, si je souhaite par exemple afficher, c'est-à-dire ces statistiques là sont affichées en fonction de ces paramètres aussi, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a pris, pour avoir la moyenne, ici on a sommé, on a pris les éléments, ainsi de suite. Ça c'est le nombre d'occurrences. Voyons voir.
Par exemple, vous pouvez avoir besoin de l'application, ok, si on change par exemple, on a stocké ça dans DF aussi, bon, ça va, ça sera peut-être fait dans la suite. Alors, DevInfo nous permet d'avoir les informations sur la base, sur la data frame, des informations telles que le nombre de colonnes, le nombre de lignes, la mémoire dans laquelle ces éléments sont stockés. Et la fonction HUD, nous avons déjà utilisé plus haut, elle permettait d'afficher les 4 premiers éléments. Et puis on pouvait définir même, par exemple, vous pouvez venir ici, je peux définir la taille des éléments que je souhaiterais que ça s'affiche. Donc par exemple, je veux que ça affiche plutôt 10. Et donc là, je mets juste à l'intérieur et je compile. Et donc ça va afficher en 8. Ça, tant que je ne compile pas la première base de données, ça ne va prendre. Donc je dois compiler celle-ci. Voilà. Vous voyez. Et donc, si je compile pas ça, je peux revenir même ici, compiler plutôt. Je vais commenter ceci. Là, je commande ça. Et puis là, je compile ceci pour avoir les informations. Là, ça va me donner les statistiques sur toute ma base de données Jura qui a été importée, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire, les statistiques sur le nickel, le cuivre, le plomb, le zinc. C'est-à-dire, j'aurai des statistiques de base telles que les premiers quartiers, le deuxième quartier, le troisième quartier, le minimum, le maximum, les quartiers et la moyenne. Ce sont des informations capitales lorsqu'on essaie de faire une analyse exploratoire des données. Si je souhaite avoir des informations, je vais juste cliquer aussi ici. Et ça va me donner toutes les informations par rapport à tous les éléments. Par exemple, vous allez voir, il y a X, Y, l'angle faciès, CD, CO, CR, et ainsi de suite. Là, j'ai le nombre d'occurrences, j'ai les types d'informations, c'est-à-dire la nature des données et tout et tout. Voilà. Je peux vouloir afficher, donc ça y a été fait. Ici, il me permet d'afficher les dernières lignes de la data frame. Donc là, on peut débloquer ça et puis on travaille avec. Là, voilà les différents paramètres qui sont affichés. Sont les dernières lignes à partir de 258 jusqu'à 254 sur tous les éléments, bien évidemment. Et donc là, maintenant, il y a des traitements qu'on peut vouloir effectuer. À savoir, j'ai envie d'effectuer des données manquantes ou alors la vue d'ensemble. Les données manquantes peuvent être représentées par des valeurs telles que les NaN, qui signifient généralement non numériques ou non. Elles peuvent être causées par diverses raisons telles que des erreurs, des collectes de données ou alors des réponses manquantes en partie de certains participants. Ou alors ça dépend si peut-être on a effectué une collecte d'informations sur le terrain, ça peut arriver que la personne qui remplissait donc les informations a omis de remplir certains endroits et donc c'est important parce que ce sont les êtres humains qui font ce remplissage là, donc c'est important donc d'effectuer un test pour savoir si effectivement dans notre base de données nous avons des données manquantes et donc vous vous rendez compte que si quelqu'un ne le fait pas vraiment, ça le met en difficulté. Par exemple, dans le traitement des données, s'il y a des valeurs NaN dans votre base de données, vous allez rendre compte que la majorité des traitements que vous allez faire auront beaucoup de soucis. Donc, nous allons poursuivre. Par exemple, Pandas fournit maintenant plusieurs méthodes pour générer les données manquantes. Et donc, on va par exemple utiliser la fonction isNull qui renvoie un data frame booléen indiquant les valeurs nulles. Ça veut dire quoi? Que ici, s'il y a des valeurs nulles dans la base de données, Pandas va directement nous renvoyer un booléen pour spécifier s'il y a une valeur nulle. Là où la valeur sera nulle, ça va mettre true. S'il n'y a aucune valeur nulle, ça va mettre false à chaque fois. Et comme vous voyez, il n'y a aucune valeur nulle dans notre base de données. D'où le true et d'où le false que nous avons partout. Ici, là, par exemple, la fonction not null renvoie un data frame booléen indiquant des valeurs non nulles. Donc, par exemple, si les valeurs sont non nulles, ça va plutôt mettre true. Voilà. Et donc, là, vous allez rendre compte qu'on aura plutôt true ici pour dire qu'il n'y a pas de valeur nulle dans notre data frame. Et donc, il y a possibilité donc de supprimer les lignes ou les colonnes contenant des valeurs nulles. Par exemple, avec la fonction drop-nat, on peut supprimer des lignes ou des colonnes concernant des valeurs nulles. Ici, par exemple, là, on se rend compte qu'il n'y a aucune suppression qui a été faite. On a toujours le même nombre d'occurrences, le même nombre de lignes, parce qu'il n'y a pas de valeur nulle dans notre base de données. Il y a maintenant la fonction print dans la fonction fillNA. fillNA qui renvoie des valeurs nulles par qui remplace des valeurs nulles par une valeur spécifique que nous avons choisi au préalable. Donc ici, je peux choisir, là on peut prendre n'importe quelle valeur, on peut prendre la valeur nulle. S'il y a une valeur nulle, ça va la remplacer par cette valeur là. Bon, malheureusement, donc, dans notre base de données, il n'y a pas vraiment de valeur nulle. Donc, par conséquent, on n'aura aucune valeur remplacée. Mais s'il y avait des valeurs nulles, vous devez effectivement vous rendre compte que ces valeurs auront été remplacées. Donc, nous voici donc rendus à la fin de cette partie où nous avons essayé de prendre en fait de fond en comble le package Pandas
vous avez pu vous rendre compte de la large possibilité d'informations qui sont capables de créer avec ce package-là. Et puis, c'est un package fondamental en ce qui concerne l'analyse exploratoire des données. Et je vous rassure que aucune étude, surtout pas pour faire un modèle de ML, ne se passe sans une analyse exploratoire des données, sans des statistiques descriptives pour étudier le comportement et la nature de l'information que nous sommes en train de traiter. Alors, nous sommes ici aujourd'hui à la 6e vidéo de notre challenge. Demain, donc, on se donne rendez-vous à demain pour notre 7e vidéo et nous espérons que beaucoup d'entre vous seront toujours des nôtres pour pouvoir progresser et de quitter de 0 à 1 en ce qui concerne l'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Actuellement, nous sommes encore en train de faire les bases, mais plus tard, nous allons évoluer avec des thématiques un peu plus complexes à chaque fois et des modèles un peu plus complexes à implémenter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur notre page, à liker nos publications, à partager, à donner des commentaires pour que l'algorithme Facebook ou l'algorithme YouTube nous recommande à d'autres personnes qui souhaiteraient aussi se former et partager nos contenus. Merci et on se dit à demain. Let's go.